Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Donc, je vais vous parler d'éco-conception. Et quand on voit des conférences sur le sujet, vous en avez peut-être vu d'autres, le problème c'est que ça parle beaucoup d'éco-conception front. Et en tant que développeur Java, je pense que vous êtes tous développeurs Java dans cette salle, et ben, s'entendre dire que la seule chose à faire, c'est minifier son JavaScript ou regarder la taille de ses images, faire attention à leur format, c'est pas très passionnant. Et ça rend pas le sujet très intéressant. Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire du côté du Java, et du back en général. Et du coup, j'ai eu envie de faire d'en parler, quoi, de vous en parler. Donc, je m'appelle Sandrine Banas et je suis experte technique chez CGI. Et avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Combien d'entre vous ont des projets qui prennent en compte l'éco-conception par demande du client ou de l'entreprise, par exemple en mesurant l'éco-index ou en utilisant le GR491? Levez la main, je vous en prie. 2 personnes, chouette. Ça ne me surprend pas, mais c'est déjà bien. Et bah, c'est un sujet qui n'est pas encore forcément totalement très répandu, même si le client commence à faire beaucoup plus de demandes. Mais vous allez voir que même si ce n'est pas pris en compte au niveau du projet, nous, en tant que développeurs, on peut faire des implémentations et des choix qui poussent dans ce sens-là. Et on va en parler. Donc, le chiffre à retenir de cette présentation, c'est 3,8%. 3,8%, c'est l'impact du numérique. Le numérique est responsable de 3,8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Entre 3 et 4%, plus près de 4% maintenant. Lorsqu'on donnait ce chiffre il y a quelques années, on pouvait dire, on pouvait dire, on est presque au niveau du trafic aérien. Et bien ça y est, on l'a officiellement dépassé. On est plus élevé que le trafic aérien. Et ce chiffre étant en croissance de 8% par an, la prochaine cible qu'on projette déjà, c'est qu'on va dépasser le trafic routier. Donc, votre réaction? Choc, surprise, stupéfaction. Moi, en fait, ma réaction lorsqu'on m'a donné ces chiffres, c'était ça. Je comprends pas. C'est souvent, on commence directement par les chiffres, mais en fait, c'est pas clair. Et moi, je comprenais que dalle. Parce que autant il est facile de comprendre que sa voiture, elle participe à la pollution, on le voit, autant mon PC, lorsque je l'utilise dans mon salon, je ne le vois pas fumer du CO2. Donc c'est bien beau tout ça, mais si je comprends que dalle, je peux rien faire. Donc première chose, j'ai commencé à chercher à me renseigner. Et il se trouve qu'en France, on a énormément d'acteurs du numérique responsable. On a cette chance. Donc il y en a qui cadrent et légifèrent, il y en a qui font de la recherche et il y en a qui font de la formation. Donc c'est facile de trouver beaucoup d'informations et c'est très bien. Et l'information française pour changer. Donc pour vous expliquer pourquoi vos PC fument du CO2, il faut que je reprenne au début en vous parlant des gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. Il y en a beaucoup dans l'atmosphère, il y a du CO2, mais pas que, on parle surtout de lui, mais il y a aussi du méthane, de la vapeur d'eau. Et c'est des gaz qui sont très importants parce qu'ils ont un rôle à jouer, ils piègent une partie du rayonnement solaire, ce qui fait que ça réchauffe la surface de la Terre. Et sans eux, on serait à peu près dehors à moins 18 degrés, on aurait un petit peu froid. Donc ils jouent un rôle très important. Sauf que depuis la révolution industrielle surtout, l'activité humaine génère et fabrique des gaz à effet de serre qui viennent se rajouter dans l'atmosphère. Et on se retrouve un peu dans la situation où on a, comme la Terre qui a un manteau bien chaud, une doudoune, et on lui rajoute de plus en plus de couches. Et elle piège de plus en plus de rayonnement solaire, et donc, ouah, elle commence à avoir chaud. Avec toutes les causes qu'on connaît, toutes les conséquences du réchauffement climatique qu'on connaît. Ok, vous êtes beaucoup plus avancés déjà, donc oui, on a expliqué les gaz à effet de serre, mais alors toujours quel rapport avec l'ordinateur? Eh ben, si on regarde la répartition des émissions de CO2 devant l'industrie, devant le transport, eh ben, on a l'électricité à 41% qui émet le plus de CO2. Et si on regarde le mix électrique des différents pays, le mix électrique, c'est les différentes sources qu'utilise chaque pays pour fabriquer son électricité. Enfin, par exemple, ça peut être le nucléaire, le solaire, l'éolien, etc. Chaque pays a différentes sources et ça constitue son mix électrique. Et en France, c'est principalement le nucléaire, comme vous pouvez peut-être le voir là-bas. Or, le nucléaire, il se trouve que c'est une source d'énergie qui est très peu polluante.
Voilà. Ça a d'autres problèmes, mais pas celui-là. Si on compare avec d'autres pays d'Europe qui ont comme source principale le charbon, oui, on fabrique de l'électricité à base de charbon. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas polluant en France. Donc parfait, hop, la présentation est finie, vous pouvez rentrer chez vous. C'est bon, on est faire, plié. Oui, bon. Si nous on est en France, en tout cas nos applications elles restent pas en France. Et le pays du monde qui a le plus de data centers, c'est les États-Unis. Problème. Problème, leur mix électrique est polluant, très polluant. Donc, sachant que le numérique consomme 10 à 15% de la production électrique mondiale, vous voyez, ça y est, on a fait le tour, et vous voyez pourquoi vos PC fument du CO2 à cause de l'électricité. Ça, c'est la part visible. Il y a une deuxième part dont il faut parler, qui est la part cachée, et qui a lieu à l'étape de fabrication de vos ordinateurs et de vos matériels. Par exemple, pour fabriquer un ordinateur portable, il faut 800 kg de matières premières pour trouver 20 métaux et terres rares qui s'épuisent, 22 kg de produits chimiques, 1,5 tonne d'eau. Tout ça, ça cause une pollution environnementale, des rejets toxiques dans l'environnement, une atteinte à la biodiversité. Et ça, c'est que le volet environnemental. Il y a aussi un volet humain déplorable avec travail des enfants, violation des droits de l'homme. C'est dans des pays où des fois ça finance des conflits armés. Une fois que tout ça est extrait, il faut l'emmener dans les usines, le transporter dans les usines pour fabriquer les pièces. Et puis après, il faut le transporter dans les magasins. Donc ça voyage énormément. Résultat, avant même que ce matériel arrive entre vos mains, si on mesurait tout le CO2 qu'il émet sur toute sa vie, avant même qu'on commence à l'utiliser, il en a déjà émis les 3/4. Donc ce chiffre varie un peu en fonction des sources et en fonction du matériel. Par exemple, pour un téléphone portable qu'on change plus souvent, un smartphone, ce chiffre va être plus élevé. Et pour un serveur qui va durer plus longtemps dans le temps, ce chiffre va être un petit peu plus bas. Donc on appelle ça le carbone embarqué. Donc voilà, dès que vous avez votre ordinateur et votre matériel, il a déjà une part de carbone caché qu'il faut essayer d'amortir en utilisant le matériel le plus longtemps possible. Sauf que ça, on ne le fait pas toujours, et ça, c'est à cause de l'ordinateur de ma fille. Pardon, la tablette de ma fille. C'est sa faute. C'est une Samsung Galaxy Tab 3 Kid. Ça me reste encore en travers de la gorge des années plus tard. Donc je lui avais acheté ça, sa première tablette, avec une partie pour les enfants et une partie pour les parents. C'était génial, on pouvait switcher d'un mode à l'autre. Et donc il y avait une super surcouche logicielle qui faisait ça. Sauf que ça a dû être un casse-tête pour le fabricant Samsung, parce qu'il ne l'a jamais mise à jour. Jamais. Donc au bout de 2 ans, 1 an ou 2, on pouvait déjà plus installer beaucoup d'applications du store, et c'était génial. Elle servait plus du tout à rien. Donc il a fallu la remplacer. Ça, c'est l'obsolescence. L'obsolescence, il en existe une vingtaine de types d'obsolescence différentes, mais celle qui nous touche le plus en tant que développeur, c'est l'obsolescence logicielle. C'est lorsqu'un matériel est parfaitement fonctionnel, il n'a aucun problème, il pourrait marcher, sauf qu'un problème logiciel, le fabricant ne l'a pas remis à jour, il est indisponible, ou alors il est trop énergivore et trop consommateur, fait que ce matériel, on ne peut plus l'utiliser. Et l'une des plus grosses causes de l'obsolescence logicielle, c'est l'obésité des logiciels. Alors vous l'avez sans doute déjà entendu cet exemple, parce qu'on le donne à chaque fois. On est allé sur la Lune avec l'Apollo 11, et il avait un ordinateur de bord qui était embarqué, qui était l'Apollo Guidance Computer, qui avait 72 kilooctets de mémoire morte et 4 kilooctets de mémoire vive. On est allé sur la Lune avec ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas envoyer un email avec ça. Frédéric Bordage, qui est un des acteurs du numérique responsable, a fait le calcul, et il nous indique que donc, le poids d'une page web a été multiplié par 155 en 27 ans, et c'est pas pour autant qu'on réserve 155 fois plus vite son billet de train. Donc c'est lui qui le dit. Donc le problème, c'est que du coup, avec ces applications qui deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus énergivores et de plus en plus lourdes, eh bien, il faut que derrière, le matériel suive, et l'utilisateur est obligé d'acheter de plus en plus des matériels de plus en plus performants pour continuer à suivre ce grossissement des logiciels. Donc pour finir cette première partie, vous voyez que si on veut agir en tant que professionnel du métier sur l'impact du numérique sur l'environnement, on a 2 leviers. Le premier, c'est la consommation électrique. Le deuxième, c'est la fabrication du matériel. Ouais.
J'ai plein de questions, vous voyez. Donc maintenant, vous savez quoi faire, c'est bon, la conférence est finie. Non? Bon, je continue alors. C'est pas pour autant que c'est clair, et quand on m'a expliqué ça la première fois il y a quelques années, je comprenais toujours pas ce que j'étais censée faire moi en tant que développeur avec ces informations-là. Donc la réponse se trouve dans l'éco-conception numérique. Donc l'éco-conception, c'est lorsque l'on prend en compte dans la conception d'un produit ou d'un service, dès le début et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son cycle de vie, les impacts environnementaux qu'il va avoir, et on trouve comment essayer de les réduire le plus possible. Et quand c'est un service numérique, on parle d'éco-conception numérique. Donc, en tant que développeur, ces dernières années, on vous a dit et on m'a dit que les deux points importants sur lesquels on devait se concentrer, c'était la performance et avoir du clean code. Clean code, c'est-à-dire du code qualitatif, qui est maintenable, qui est lisible, qui est sécurisé, qui a une bonne couverture de test, etc. Et performant, qui répond vite. Sauf qu'on peut, on peut très bien avoir du code qui est clean mais qui n'est pas performant si on a sous-estimé la volumétrie de sa base de données. Et on peut avoir du code qui est performant mais qui n'est pas clean, qui est tout pourri même, et puis on rajoute un petit peu de RAM ou de CPU ou pour le faire tourner plus vite, peu importe. Les deux ne sont pas forcément, l'un ne signifie pas forcément l'autre. Donc la cible qu'on essaie de viser, c'est celle-là. On veut un code qui est à la fois clean et qui est performant. Et depuis les années 2009, on appelle ça du software craftsmanship ou du savoir-faire, comme on veut. Donc, où se situe l'éco-conception dans tout ça? Est-ce que c'est une partie du clean code? Est-ce que ça englobe les deux? Est-ce que c'est à l'intérieur de l'un? C'est une bonne question. Et moi, je le mets ici. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre à quelle question répond l'éco-conception. L'éco-conception, ça cherche avant tout à s'assurer qu'un produit, un service numérique du coup, un site web ou peu importe, a un faible impact sur l'environnement. Or, il se trouve qu'on peut avoir un code tout pourri mais qui est très léger sur le terminal de l'utilisateur et qui donc a un très faible impact sur l'environnement. Donc, c'est pas forcément clean. Et la performance, on peut très bien avoir du code qui n'est pas du tout performant, et pareil, qui a un faible impact sur l'environnement parce qu'il fait tourner qu'un seul serveur, il met 10 minutes à répondre, mais bon, il pollue très peu. Donc, on n'est absolument pas obligé de l'éco-conception, on peut avoir du code pourri et pas performant, mais dans l'absolu, c'est quand même mieux de viser la cible du milieu. Donc, lorsqu'on a du code éco-conçu et clé clean, on l'appelle du green code. Et dans le cas de l'éco-conception, on ne parle pas de performance, mais on parle d'efficience. Je vais détailler ça sur le slide d'après. Donc la performance, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est qu'il faut que vos applications répondent dans le meilleur temps possible aux demandes de l'utilisateur. Peu importe les moyens, on ne va pas hésiter à vous dire combien de RAM tu penses qu'il faut qu'on ajoute à la JVM pour que ça marche mieux, ou bref. Est-ce que je te rajoute un peu de stockage? Peu importe, du moment que ça répond vite. Quand on parle d'éco-conception, maintenant, il faut faire attention aux moyens. Et dans ce cas-là, on parle d'efficience. Cette fois-ci, on ne cherche plus seulement à obtenir les meilleurs temps de réponse, on cherche à obtenir les meilleurs temps de réponse qui sont acceptables pour le client. Donc si le client est d'accord pour avoir un dashboard qui, au lieu d'être rafraîchi toutes les 2 secondes, est rafraîchi toutes les 2 minutes, on ne va pas le pousser à avoir 2 secondes. 2 minutes, c'est bien. D'autant plus que ça veut dire sans doute qu'il y aura moins de moyens derrière, moins de serveurs, moins de machines, moins de demandes, et ça lui fera des économies, donc il sera content. Donc l'efficience, on prend en compte les moyens qui sont utilisés pour obtenir les résultats, et on cherche à limiter aux résultats qui sont acceptables. Voilà. Donc j'espère que je vous ai à peu près mis en place l'éco-conception. Il y a une étude, alors maintenant on va passer du côté des langages, il y a une étude qui a eu lieu en 2017, qui a fait un peu de buzz, vous en avez peut-être entendu parler. Elle a eu son lot de critiques, mais elle est extrêmement intéressante parce que... Oh. C'est bon? Elle a eu son lot de critiques, mais elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fait une première analyse de différents langages et elle regarde quelle est leur efficacité énergétique. Et je ne sais pas ce que vous pensez de Java, mais est-ce que vous pensez que c'est bien, pas bien? Bien? Mieux que JavaScript, moins bien que JavaScript? Point de vue d'efficacité énergétique. Hein. Donc voyons voir. Java est plutôt bien en fait. Il est dans les 5 premiers. Il est pas sur le podium, mais vous voyez, la fourchette n'est pas énorme. Hein. On se trouve pas mal en matière d'énergie et d'efficacité énergétique et de performance. On est un peu moins bon sur la mémoire.
Alors cherchez pas les autres, hein, je vous les ai buzzés, mais je vous les montre. Les voilà. Donc on a JavaScript, il y a un facteur 2, et Python, il y a un facteur 38 par rapport à Java. Donc là, ça vous donne un peu de matière pour parler avec vos collègues du front et vos collègues du machine learning lorsqu'ils essaient de taper sur Java, hein. Donc ça, c'est, alors, anecdote, ça c'est l'équipe qui a, vous les reconnaissez peut-être, au moins un ou deux. Ça, c'est l'équipe donc qui a conçu le langage Java. Et peut-être ce que vous ne saviez pas, c'est qu'elle s'appelait la Green Team. Et ils voulaient appeler initialement le langage Java Hawk chêne, parce qu'il y avait un chêne dehors, mais bon, c'était déjà utilisé par, c'était une marque, donc ils n'ont pas pu. Donc vous voyez, Java, dès le début, ils avaient pensé à l'éco-conception quand même, mais vraiment dès le début, hein. Il y a une autre étude qui a fait un petit peu le buzz. Celle-là, elle date de 2014, un petit peu moins. Ils ont analysé les bonnes pratiques, des bonnes pratiques Java, et ils ont regardé, est-ce que si on fait la bonne pratique version un code tout pourri, est-ce que c'est plus efficace énergétiquement que, que la version pourrie? La bonne nouvelle, c'est que en grande majorité, oui. À la base, si vous codez bien et si vous suivez les bonnes pratiques, vous êtes du bon côté de la barrière, du côté green. Bon, il faut la prendre avec les pincettes, des pincettes cette étude, vous voyez, ils ont analysé que quelques bonnes pratiques, et il y en a quelques-unes d'ailleurs qui sont pas bonnes. Et vous voyez bien qu'une bonne pratique, comme par exemple bien nommer votre variable, ne va avoir aucun impact énergétiquement. Donc, voilà. Mais au moins, ça nous pointe dans la bonne direction. Pour trouver comment mettre en place tout ça, il y a 3 référentiels que je vous conseille. Donc, dans la salle, il y en a qui connaissent déjà sans doute certains, puisqu'ils l'utilisent au niveau de leur projet peut-être. Il y a le Green IT, c'est un livre, et c'est aussi, les pratiques du livre sont accessibles en open source sur GitHub. Je partagerai les slides, hein. Il y a le GR 491, qui est le guide de référence de conception responsable des services numériques. Il y avait 491 règles au début, maintenant ils en sont à 516. Et notre gouvernement a aussi fait le sien, qui est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Donc, dans ces règles, elles se regroupent un peu et elles se répètent, mais elles sont intéressantes. BAC n'est quand même pas la partie principale. Il y a quelques règles BAC dans chacune, mais c'est pas dans les 516, il n'y en a pas 500, hein, c'est sûr. Autre outil qui est très intéressant, vous avez l'EcoCode, qui est un plugin qu'on peut rajouter dans Sonar, qui fait une analyse statique du code, et on verra quelques règles plus tard, qui permet de remonter quelques points intéressants au niveau du code. Quand j'ai regardé en faisant cette présentation, ils en étaient à 19 règles. Voilà, c'est un début. C'est ouvert à contribution. Donc, de tout ça, je les ai synthétisées, toutes ces règles, en 8 green patterns, dont on va parler. Les 2 premiers concernent le stockage. Donc vous voyez bien que si on diminue la place de nos applications et le stockage qu'elles prennent, ça veut dire qu'il y aura besoin de moins de serveurs, ça veut dire qu'il y aura besoin de pas d'électricité pour les alimenter, de moins d'électricité, il n'y aura pas besoin de clim pour refroidir les data centers, je vais y arriver. Et on aura joué sur nos 2 leviers. Messieurs, le centre ferme ses portes. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous êtes coincés avec moi maintenant. Ok, donc voilà. Donc les noms, c'est ma trademark. Sustainable Packaging Pattern. Donc en fait, c'est juste minimiser la taille de votre application. Plus elle sera petite, moins elle prendra de place, forcément, c'est logique, hein. Comment faire? Eh bien, déjà, assurez-vous que vous embarquez pas des dépendances inutiles, nettoyez vos Gradle, etc. Prenez la version la plus légère des librairies, faites du clean code, éliminez le code mort. Le feature flipping qui n'a pas été flippé depuis 3 ans, on peut l'enlever, je pense. Et faites des applications, concevez des applications qui sont modulaires et qui peuvent donc être réutilisables, plutôt que de faire des copies, hein. Voilà. Deuxième green pattern côté stockage, c'est le Waste Reduction Pattern. Donc vos applications, elles utilisent beaucoup de byproducts et elles génèrent beaucoup de byproducts, notamment à la base de données. Donc le but, c'est de minimiser et purger régulièrement. Alors minimiser, quand on parle de base de données, c'est qu'il faut limiter aux données purement nécessaires et choisir le bon format et la bonne taille de champ. C'est pas la peine de prévoir un champ qui va prendre 200 caractères alors que ce que vous allez mettre dedans va avoir 20 caractères maximum parce que ça prend de la place.
Lorsqu'on envoie des emails, on ne les envoie pas à la terre entière, parce que pareil, ça prend de la place. Et on évite de mettre des pièces jointes. Il faut plutôt faire un lien vers un stockage temporaire qui s'effacera au bout d'un moment, et seuls les gens intéressés par la pièce jointe iront les chercher. Donc ça, c'est pour la partie où on minimise les byproducts. Et il faut les purger régulièrement, donc les logs, hein, pas besoin de garder un historique infini par exemple. Tout ça c'est des exemples en dessous, hein, c'est la règle générale et après vous voyez l'application. Hein. S'il y a des répertoires et des fichiers temporaires, par exemple pour préparer des zips ou j'en sais rien, pareil, il faut les supprimer. Et de toute façon, dans le cadre du RGPD, il est important de purger régulièrement sa base de données. Donc par les purges avec votre client, souvent il ne le fait pas et il a des historiques des journalisations dans la base de données de 20 ans en arrière, ça fait des trucs imbuvables à gérer, à requitter, à utiliser, et ça prend de la place pour rien. Voilà. Alors, suite des green patterns, la bande passante, donc toute l'infrastructure, forcément, moins on envoie de volumétrie sur le réseau, moins il y a besoin d'infrastructure, qui est alimentée par des machines et qui sont alimentées par l'électricité, donc toujours on joue sur les mêmes deux leviers. Donc voilà, hop, le petit vélo. Low Impact Transportation Pattern Back-to-Back. Donc quand votre back il communique avec un autre back, que ce soit la base de données ou une API externe, il faut essayer de minimiser le nombre d'échanges, d'appels ou de requêtes, et la quantité d'informations récupérées. Donc ça peut être par exemple pour minimiser en utilisant des caches. Si vous récupérez une liste de pays, est-ce qu'elle va changer dans les 5 minutes? Non, une fois c'est bon, vous l'avez récupérée, vous pouvez la cacher. Alors il y a aussi tout un lot dans les règles que je vous ai, dans les référentiels sur les bonnes pratiques de codage. Donc évitez de faire des appels à la base de données dans des boucles. Oui, c'est dans les règles. Magnifique. Mais je pense que vous le saviez déjà. Faites les bonnes jointures. Si vous appelez une API externe et qu'elle ne répond pas, arrêtez de la harceler toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'elle réponde, mais c'est bon, mettez en place un circuit breaker pour lui laisser le temps de se remettre de ses émotions. Et en attendant, passez au plan B, que ce soit un cache ou un message d'erreur, j'en sais rien. Donc ça, c'est le pattern circuit breaker. Et pour la quantité d'informations récupérées, eh ben, quand vous faites des requêtes, évitez de faire des selects étoiles. Hein. Si vous avez besoin de 2 champs, remontez pas toute la table, ça sert à rien. Remontez pas non plus d'énormes paginations. S'il y a des gros traitements, vous pouvez les faire directement côté base de données. Remontez des petites paginations, discutez-en avec le client, discutez aussi avec lui des filtres qu'il veut pour éviter de lui remonter la terre entière alors qu'il va s'arrêter de toute façon dans sa pagination sur les 5 premiers résultats. On le sait bien, hein, pas besoin d'avoir 200 pages. Bon, et ben il y a la même règle côté front, front to back. Pareil, il faut minimiser le nombre d'appels à l'API et la quantité d'informations récupérées, mais cette fois, donc c'est un petit peu différent. Ça commence dès le design, on réfléchit bien avec le développeur front ou les développeurs front aux appels dont il va avoir besoin et comment faire pour qu'il en ait le moins possible. On va aussi limiter les notifications qu'on pousse à l'utilisateur. De toute façon, c'est pas agréable pour lui. Il faut faire un bon usage de tous les headers cache HTTP pour éviter de remonter des trucs qu'on pourrait cacher au niveau du serveur. Et on peut aussi utiliser le cache, on parlait avec le développeur front, on peut aussi utiliser le cache au niveau du navigateur en utilisant le front-end web storage. Voilà. Pour le polling, évitez si possible de faire du polling. Des fois on n'a pas le choix, mais bon, dans ce cas-là, discuter s'il y a vraiment besoin de vérifier toutes les 2 secondes s'il y a des nouvelles informations ou si toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes ça suffit. Mais bien sûr maintenant il faut plutôt faire du SSE ou du WebSocket pour que ça soit le serveur qui sache remonter au bon moment. Attention, j'ai quelque chose de nouveau, vas-y, mets-toi à jour, plutôt que de se faire harceler. La quantité d'informations récupérées peut être également limitée. Pagination côté back plutôt côté front, bien sûr. Compressé, avec du GraphQL, vous pouvez être sûr que vous remontez que les informations dont a vraiment besoin le front. Et vous pouvez également nommer vos champs courts. J'avais une application qui remontait une énorme volumétrie de données, et par exemple le champ adresse, il s'appelait juste AD, de caractères. Donc s'il y a une bonne doc derrière, c'est faisable. Et ça fait gagner de la place. Ensuite, les green patterns sur le CPU et la RAM, donc toujours la même chose. Moins on en fait, moins il y a d'électricité et moins il y a de matériel.
Donc il y en a deux. L'Efficient Energy Pattern, partager les ressources, optimiser le code et lisser la charge. Partager les ressources, eh ben, c'est l'architecture élastique dans le cloud. Optimiser le code, ça c'est un bon argument pour proposer des montées de version Java, parce qu'à chaque nouvelle version, le Java est normalement plus efficace. Pousser vers des librairies récentes qui sont aussi plus efficaces. Oula, des librairies rire. Okay. Faire du clean code. Après, on peut faire des micro-benchmarks pour s'assurer d'avoir un algorithme qui est optimisé. Côté base de données, s'assurer qu'il y ait les bons index, que les queries, faire des explains des queries, et puis s'assurer qu'on a un pool de connexion qui est bien taillé pour ne pas surcharger la base de données. Donc ça, c'est la partie optimisation. Et une partie intéressante, c'est lisser la charge. Du coup, éviter, lorsqu'on sait qu'on va avoir des pics d'utilisation, on se dit on mettra plus de CPU, on arrivera à les absorber, ou plus de serveurs, voilà. À la place, proposer qu'on lisse la charge, par exemple en faisant un traitement asynchrone, comme ça le serveur répond, ça y est, quand il a de la charge, quand il est dispo. On peut faire des queues, ou alors on peut faire des batchs, on attend qu'il y ait plusieurs requêtes et on les rassemble pour le faire d'un seul coup. Donc comme ça, on lisse la charge. Voilà. Et bien sûr, quand on parle de Java, donc limiter l'utilisation de la mémoire vive, ne pas mettre trop d'objets en mémoire pour les traiter. On peut faire ça aussi on peut faire des batchs, des traitements par batch. Et il faut penser à fine-tuner la JVM et le garbage collector. Allez, mes deux patterns préférés, c'est les deux derniers, les carbon patterns. Donc le premier, c'est le carbon aware pattern. Donc il est possible de rendre son application consciente de la quantité de CO2 qu'elle utilise. Pour ça, il y a des API externes, comme par exemple Electricity Maps ou WattTime, qui sont capables de vous dire à ce moment de la journée, si tu utilises de l'électricité, voilà le CO2 que tu génères. Ils sont même capables de faire une petite projection dans le futur, en fonction des stats des années précédentes, etc. Dire ça sera sans doute là le meilleur moment pour utiliser et avoir le moindre impact environnemental. À partir de ces informations, qu'est-ce qu'elle va faire l'application? Elle a deux possibilités. Soit elle va choisir de s'exécuter ailleurs, elle va prendre un bon data center, qui consomme plutôt vert. Ou alors elle va choisir l'heure où elle veut s'exécuter. Par exemple, elle va regarder la météo et elle va dire je vais attendre qu'il y ait du vent, je vais attendre qu'il y ait du soleil, et à ce moment-là, je ferai ton gros traitement, mais là, pour l'instant, m'embête pas. Ça, c'est le demand shifting. L'autre possibilité, c'est du demand shaping. Et dans ce cas-là, ça passe un peu du côté de l'utilisateur, où on va lui brider l'application. Quand elle fonctionne sur de l'énergie polluante, et quand elle fonctionne sur l'énergie verte, elle fonctionnera à plein régime. Brider, ça peut être par exemple la bande passante est un peu moins bonne, ou voilà. Si votre zoom marche pas bien, peut-être c'est parce que en ce moment vous consommez trop de CO2. Donc passez en audio. C'est mieux de lui laisser le choix quand même avec un bouton, un eco mode qui l'active ou qui désactive. Ça, c'est le demand shaping. Par exemple, peut-être que vous ne le saviez pas, mais si vous avez Windows 11, les updates de Windows 11 fonctionnent sur ce principe. Elles sont censées se déclencher sur votre ordinateur uniquement au meilleur moment, au moment le plus propice pour être le moins polluant. Donc c'est plutôt cool. Le dernier pattern, mon préféré, le lazy pattern. Ce que vous ne faites pas, ça va pas causer de pollution, hein, c'est logique. Hein. Donc ça commence par la frugalité fonctionnelle. Voilà, donc il faut s'assurer que le client ne demande pas la liste du Père Noël, mais que c'est vraiment une fonctionnalité qui va répondre aux 3 U, utiliser, utile, utilisable. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la frugalité technique, et ça c'est plus dur. Il faut éviter de proposer aux clients le super CMS à la mode, alors que c'est dur, je sais, mais ça se trouve, il a juste besoin d'avoir une page HTML statique qui va remettre à jour une fois tous les 5 ans avec le numéro de téléphone. Donc il faut essayer de se restreindre un peu et proposer vraiment la bonne solution technique, la plus simple, qui répond à son besoin et qui aura le moins d'impact. Tout ça, c'est bien, mais une fois qu'on a mis en place ces patterns en tant que développeur, on a envie d'avoir du feedback et de savoir si ce qu'on fait a eu de l'impact et d'avoir des mesures. Donc il existe des outils qui permettent de faire ces mesures sur les serveurs de production. On parle de GreenOps et qui permettent d'avoir des retours. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est au moment où on fait nos développements. Et on voudrait des retours sur notre poste de développement. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué.
Alors, si vous avez Linux, vous pouvez utiliser le Running Average Power Limit qui a une API Java, le JRappel. C'est ce qui a été utilisé dans certains des papiers que je vous ai montrés pour faire les mesures d'efficacité énergétique de Java. Sauf que ça marche que sur les micro-architectures Intel et sur du Linux. Je sais pas, ça marche pas bien sur le Windows. Donc Windows, non, vous avez zéro aide a priori. Continuons. Pour trouver une solution, j'ai rebasculé sur ces magnifiques produits GreenOps qui mesurent sur le serveur de production et regardez ce qu'ils font. Effectivement, a priori, ils donnent les gaz à effet de serre qui ont été émis par l'application, sauf que vous doutez bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui va derrière la centrale nucléaire mesurer combien exactement de CO2 s'en échappe. Donc c'est pas ce qu'ils font. En regardant bien, on voit qu'en fait ce qu'ils mesurent vraiment, c'est du temps et des mégabytes. Ils mesurent des performances et de la volumétrie ou de l'espace de stockage. Et ça tombe bien. Ah bon, je vais trop vite. Et comment ils font pour transformer ça en CO2? Il existe des modélisations, donc des modèles qui permettent, par exemple, on a celui du Schist Project, le One Byte Model, qui indique pour un byte combien de CO2 ça coûte de le stocker dans les data centers, de le faire voyager dans l'infrastructure et sur les différents terminaux d'utilisateurs. Il fait la conversion, un byte, combien de CO2. C'est un des modèles, il en existe d'autres. Bon. Après, j'avais pas envie de me casser la tête en tant que développeur Java et sortir ma spreadsheet et essayer de faire des calculs. Moi, ça me va bien, du temps et des mégabytes. Ça, je sais faire en tant que développeur Java. Et on a déjà tous les outils qui peuvent permettre de le faire. Donc, pour mesurer le temps, on peut utiliser le JMH, Java Micro Benchmark Harness, qui permettent de comparer différents algorithmes et de voir ceux qui sont le plus optimisés. Postman, par exemple, si c'est l'outil que vous utilisez, mais je pense que c'est pareil pour tous les outils, il va vous donner la volumétrie de votre réponse. Et des outils comme VisualVM ou d'autres, ils vous donnent le fonctionnement de votre garbage collector et la CPU. Donc, on a déjà beaucoup d'informations. Vous avez aussi JOL, c'est une petite API qui est dans l'OpenJDK et qui permet de dire pour un objet, parce que avant c'est quand même plus compliqué de savoir combien prend exactement chaque objet dans la JVM, mais là vous pouvez avoir pour un objet, il estime exactement la place qu'il va prendre. Et il y a un plugin qu'on peut mettre dans l'IDE, ou alors on peut le faire avec l'API. Et dans ce cas-là, soit vous choisissez d'imprimer, de récupérer un objet, soit vous imprimez l'objet, et pas seulement l'objet et ses références, mais l'objet, ses références et toute la grappe d'objets attachés. Et comme ça, vous savez exactement combien un objet va coûter de place dans votre JVM. Okay. Voilà, donc là, vous vous êtes dit, j'étais escroquerie, j'ai pas vu une seule goutte de code Java depuis le début, mais on y arrive. Donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est intéressant et c'est efficace. Mais on va descendre maintenant au niveau du code Java. Le problème, c'est que en fait, ça va faire un peu l'effet goutte d'eau. C'est que des petites gouttes d'eau qu'on peut faire à ce niveau-là. Ça aura toujours nettement moins d'impact que choisir un hébergeur qui a un bon Power Usage Effectiveness. Mais on peut quand même faire des choses au niveau du code Java, parce qu'avec des gouttes d'eau, on finit par faire la mer. Hein. Donc, si je vous montre ça, et je vous laisse 5 secondes pour réfléchir, qu'est-ce qui n'est pas green? Elle est facile celle-là. Ouais. Bon, souvent il suffit de penser bonne pratique de code et on a la réponse. Et effectivement, si on passe par une référence intermédiaire, on la stocke dans la mémoire, l'adresse, la référence, et on prend de la place de la mémoire inutile. Donc celle-là, c'est une des qui est testée par l'Ecocode par exemple. D'autres exemples pour améliorer, bon bah forcément c'est pas exhaustif ce que j'ai fait, mais d'autres exemples, les try-with ressources, ça va forcément libérer de la place mémoire, il ne faut pas oublier de le faire. Peut-être que vous ne saviez pas que la pré-incrémentation est à préférer plutôt que la post-incrémentation, parce que si vous faites de la post-incrémentation, vous passez par une variable temporaire, donc ça stocke de la place en mémoire. Préférez les primitives aux objets si vous n'avez vraiment pas besoin d'un objet. Ça, c'est une bataille que j'ai avec tous les juniors dont je lis les merge requests et je leur demande, mais franchement, ta clé, c'est une clé primaire, elle sera jamais nulle. Pourquoi tu me mets un objet? D'autant plus que les objets, ils prennent plus de place en mémoire à cause ils ont toute une partie header, enfin, ils prennent de la place et en plus, après, on se trimballe avec des problématiques de nullité partout.
Donc les primitifs, c'est toujours utilisable et utilisé à la mode, hein. D'autant plus que Java, enfin dans les prochaines versions, l'a bien compris et il prévoit des value objects. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va faire une espèce de truc qui est à mi-chemin du primitif et de l'objet. Donc on ne pourra pas faire tout ce qu'on peut faire avec l'objet, mais ça prendra nettement moins de place en mémoire. Ok, donc encore, on continue avec le code. Si je vous montre ça, est-ce que vous savez ce qui n'est pas green? Concaténation, oui, exactement. La concaténation, plus égale est à prohiber, en particulier dans les boucles, parce que c'est très consommateur de CPU et de mémoire, et il faut préférer plutôt l'utilisation, par exemple, de string builder. Ça aussi, c'est vérifié par l'Ecocode. Et celle-là. J'entends pas bien, mais je pense que vous avez la bonne réponse. Franchement, appeler une méthode dans une boucle et la faire recalculer à chaque fois, c'est de la perte de CPU à éviter. Il vaut mieux la sortir, récupérer, et une fois c'est plié. Donc celle-là aussi, elle est vérifiée par l'Ecocode. Là, j'en ai deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre la version de gauche et de droite en matière de... Il y en a une qui est plus green que l'autre ou il y en a une qui est plus efficace que l'autre? Ouais. Allez, on a le temps. Qui vote, qui pense que la version green est à gauche? Et à droite? Eh ben, vous avez raison, c'est à droite. Forcément, si l'API nous offre des outils pour manipuler les primitifs, c'est qu'il vaut mieux les utiliser et que ça va être plus performant, beaucoup plus performant de passer par ces outils. J'avais fait des micro-benchmarks, je ne me rappelle plus, mais il y avait quand même une énorme différence entre les deux versions. Donc, utilisez les bonnes streams. D'autres exemples pour la CPU. Donc toujours éviter d'utiliser des wrappers quand vous avez besoin que de primitifs parce que toute la partie boxing, unboxing, ça a un coût. Utilisez les bonnes collections. Il y en a qui sont vraiment meilleures pour faire de la recherche d'informations et il y en a d'autres qui sont meilleures quand on veut ajouter et supprimer des informations. Donc il faut trouver la bonne collection pour son besoin. Si vous utilisez Spring, vous savez qu'il y a trois façons de faire des requêtes, soit avec des JDBC templates un peu à l'ancienne, soit avec des native queries, soit avec des entités. Et ben, il se trouve que la version JDBC à l'ancienne est nettement plus performante. Donc dans les tests que j'ai faits, avec une query simple, il y avait un facteur de 50 entre JDBC et Spring Data Native Query. Et entre la Native Query et l'entité, un facteur juste de 2. Donc Spring c'est bien, mais toute cette tuyauterie a quand même un coût. Donc je ne vous dis pas d'abandonner les entités ou les native queries, hein, mais si vous avez des requêtes à grosse volumétrie très coûteuses, pensez peut-être à vous basculer sur du JDBC template, ça s'intègre très bien dans Spring, ils ont prévu le coup. Préférez les switches au if-else, ça c'est dans l'Ecocode, et en plus maintenant les switches c'est vraiment super à utiliser dans les dernières versions, c'est trop cool. Et maintenant aussi dans les dernières versions, on a les threads virtuels, ce qui permet une utilisation optimisée du processeur. Il n'y a plus de problème de lock, c'est génial, et ça va optimiser l'utilisation de la CPU. Donc, en conclusion, si vous pensez dans votre pratique de tous les jours à faire attention à ne pas mettre trop de choses dans la RAM, dans la mémoire, à optimiser vos temps d'exécution, à ne pas consommer trop de place de stockage, aussi bien côté base de données que côté application, et à faire attention à la volumétrie qui sort et qui arrive dans vos applications, et ben vous êtes sur la bonne voie de faire du Green Java. Je vous conseille ces 3 livres. Donc vous avez le Green IT qui est vraiment très bien, qui va vous donner toute une couche de vocabulaire et de compréhension de la problématique Green IT. Éco-conception, ouais, les 115 bonnes pratiques, j'en ai déjà parlé. Donc là, ça descend par contre un peu plus au niveau du code, pas spécifiquement Java, mais du code. Et il y a une partie de règles back. Et le dernier, c'est du self-service, parce que c'est moi qui l'écris.
Mais il y a un chapitre éco-conception. Après, si vous voulez un petit tampon sur votre CV qui dit, ou alors si vous voulez vous informer un peu plus et avoir un tampon sur votre CV, vous pouvez passer des certifications. Donc je vous en conseille 2. L'Institut du numérique responsable, l'INR, a mis en ligne un MOOC qui durera 4h30. Et vous pouvez, à l'issue, pareil, il est comme le livre Green IT, il vous donnera une compréhension du champ du numérique responsable et toutes les problématiques associées, mais ça ne descend pas au niveau du code, c'est une première couche importante avant de descendre au niveau du code. Et vous pouvez, à l'issue de ce MOOC, passer une certification qui vous coûtera 80 €, mais qui vous mettra un petit coup de tampon sur votre CV. Bon, je l'ai passé le mois dernier, ça se fait, hein, c'est tout à fait faisable, on peut la passer et la réussir sans avoir besoin de payer une formation en plus, parce qu'il y en a qui vendent la formation pour se préparer à la certification de l'INR. L'INR a aussi un MOOC de conception responsable des services numériques, d'un service numérique. Ça se regarde à peu près en 30 minutes. C'est 30 minutes, des petites vidéos de 2-3 minutes. C'est très agréable et ludique à regarder. Ça donne une petite introduction ludique du sujet. C'est assez regardez-les, c'est assez marrant, c'est intéressant. Je vous le conseille. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez regarder du côté de la Fondation Linux. Donc, ils ont aussi leur propre MOOC qui se lit en 2 à 3 heures, en anglais du coup, et qui est gratuit, à l'issue duquel, toujours gratuitement, vous pouvez passer aussi leur certification qui vous donnera un petit tampon que vous pouvez mettre sur votre LinkedIn et qui prouve que vous êtes intéressé par le green software. J'ai fini. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Ouais, moi j'aurais une question, c'est est-ce que ça a été mesuré la différence entre faire une grosse requête dans la base et juste récupérer la donnée dans Java, ou faire une plus petite requête ou 2 requêtes dans la base et après traiter dans Java? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a mesuré la différence entre les deux? Je ne l'ai pas fait, moi, mais dans les référentiels que je vous ai donnés, ils disent bien, je crois que c'est dans celui du Green IT, si vous pouvez faire un gros traitement, faites-le côté base de données. Et malheureusement, il parle de procédures stockées, je suis désolée. Plutôt que côté Java, la base de données a été optimisée pour être capable de gérer des gros volumes de données. C'est son travail, donc essayez de faire le plus possible côté base de données. Donc ils doivent avoir leur raison de dire ça, donc je pense qu'il faut effectivement malheureusement préférer la base de données. Une autre question? Non? Merci beaucoup. Merci.